Dans le village d'Aquedo, niché entre les collines verdoyantes de l'arrière-pays, les anciens murmuraient que certaines maisons portaient en elles plus que des murs et des toits. Ils parlaient de demeures qui respiraient, qui attendaient, qui appelaient. Mais Sandrine, à 16 ans, ne croyait pas aux histoires de vieilles gens. Sa mère, maman Adjoua, était pourtant connue dans tout le village pour son don de voyance. Elle lisait les coris, déchiffrait les rêves, et savait reconnaître les signes que les esprits laissaient sur le chemin des vivants. Chaque matin, avant que le soleil ne perce la brume matinale, elle allumait 3 bougies blanches devant l'autel familial et priait pour la protection de sa fille unique. « Sandrine », répétait-elle sans cesse, « il y a des choses dans ce monde que tes yeux ne peuvent voir mais que ton esprit doit respecter. Les apparences sont comme les masques lors des cérémonies, elles cachent toujours une vérité plus profonde. » Mais Sandrine levait les yeux au ciel. Elle était moderne, elle allait au lycée, elle écoutait de la musique sur son téléphone. Les histoires d'esprit et de malédiction lui semblaient appartenir à un autre âge. Elle voulait vivre, expérimenter, découvrir par elle-même. C'était un mardi de septembre, lorsque la grande maison au bout du chemin de latérite changea de propriétaire. Personne ne l'avait habitée depuis la mort mystérieuse de son ancien occupant, il y avait 7 ans de cela. On disait que le vieux monsieur Touré avait été retrouvé dans son jardin, le visage figé dans une expression de terreur absolue, sans aucune marque de violence apparente. Madame Coffey arriva dans une Mercedes noire aux vitres teintées, accompagnée de 3 domestiques silencieux qui déchargeaient des malles en bois sculpté. Elle était d'une beauté troublante, la peau claire comme le lait de coco, des cheveux qui tombaient en cascade jusqu'à sa taille, et des yeux d'un vert étrange qui semblait luire dans la pénombre. Elle portait des pagnes en soie brodées de fils d'or et des bijoux massifs qui cliquetaient à chaque mouvement. Les femmes du village se rassemblèrent pour l'accueillir, mais Madame Coffey les reçut avec une politesse glaciale. Elle distribua quelques billets de banque neufs, promit de contribuer à la vie du village, puis ferma sa porte. Personne ne fut invité à entrer. Maman Adjoua, ce soir-là, jeta les coris 3 fois de suite. Chaque fois, la même configuration apparaissait, le chemin brisé, le piège masqué, le danger caché sous la beauté. Elle serra les mains de sa fille. Cette femme n'est pas venue ici par hasard. Je sens une présence autour d'elle, quelque chose qui n'appartient pas entièrement à notre monde. Promets-moi de ne jamais t'approcher de cette maison. Sandrine promit, mais du bout des lèvres, les doigts croisés derrière le dos comme quand elle était petite. Les semaines passèrent. Madame Coffey restait invisible, mais sa présence se faisait sentir d'une manière étrange. Chaque soir, vers 18h, des odeurs extraordinaires s'échappaient de sa cuisine. Poulet braisé aux épices rares, sauce graine au poisson fumé, attiéké accompagné de poissons grillés marinés dans des herbes inconnues, gâteaux au miel et aux noix, friandises sucrées qui embaumaient la vanille et la cannelle. Ces arômes n'étaient pas ordinaires. Ils avaient quelque chose d'hypnotique, d'insistant. Ils serpentaient dans les ruelles du village comme des doigts invisibles, titillant les narines, éveillant une faim qui n'avait rien de naturel. Plusieurs enfants s'étaient approchés du portail, attirés malgré eux, avant que leurs parents ne les rattrapent in extremis. Le vieux Coffey, le sage du village, convoqua une réunion sous le grand fromager. « Cette femme pratique quelque chose, dit-il gravement. Ces odeurs ne sont pas que de la nourriture. Elles sont chargées d'une intention. Je reconnais les signes. C'est de la magie de séduction, de l'appât pour attirer les âmes innocentes. » Il demanda à ce que personne, absolument personne, ne s'approche de la maison. Les parents redoublèrent de vigilance. Mais Sandrine, rebelle dans l'âme, se sentait étouffée par toutes ces interdictions. Pour Sandrine, cette histoire n'était qu'une manifestation supplémentaire de la superstition villageoise. Elle en avait assez d'être traitée comme une enfant, assez qu'on lui dicte sa conduite. Madame Coffey était peut-être simplement une femme riche qui aimait bien cuisiner. Pourquoi tout le monde devait-il voir le mal partout? Un vendredi après-midi, en revenant du lycée, Sandrine passa devant la maison mystérieuse. Cette fois, l'odeur était plus puissante que jamais. C'était un mélange enivrant de viande grillée, de gingembre frais, de citron et de quelque chose d'indéfinissable, quelque chose qui appelait, qui promettait, qui murmurait « Viens, viens voir, viens goûter ». Sandrine Esserita. Son estomac gargouilla. Elle n'avait pas bien mangé à midi, et soudain, elle avait l'impression de n'avoir jamais eu aussi faim de sa vie. Ses pieds semblaient vouloir avancer d'eux-mêmes vers le portail en fer forgé. Non, se dit-elle en secouant la tête. Elle continua son chemin. Mais le soir, allongée sur sa natte, elle ne pouvait penser qu'à ces odeurs. Elle hantait ses pensées, peuplait ses rêves. Elle se réveilla plusieurs fois dans la nuit, la bouche sèche, le cœur battant, avec l'impression que quelqu'un l'appelait par son nom. Au matin, maman Adjoua la trouva fiévreuse. Elle prépara une tisane de feuilles amères et psalmodia des prières de protection.
Quelque chose essaie de t'atteindre, murmura-t-elle. Je le sens. Reste près de moi aujourd'hui. Mais Sandrine, irritée par cette attention étouffante, affirma qu'elle allait bien et sortit dès que sa mère eut le dos tourné. C'était un samedi. Le village était calme, beaucoup étaient partis au marché de la ville voisine. Sandrine se promenait, désœuvrée, lorsque l'odeur la frappa de nouveau. Cette fois, c'était différent. Ce n'était plus juste de la nourriture. C'était comme si l'odeur portait en elle une voix, une invitation personnelle. Sandrine. Sandrine. Viens, ma belle, viens découvrir ce que je te réserve. Ses jambes se mirent en mouvement avant même qu'elle ne prenne de décision consciente. Elle se retrouva devant le portail de Madame Coffy. La maison semblait différente à la lumière de l'après-midi. Les ombres des arbres dansaient sur ses murs d'une manière étrange, hypnotique. Les fenêtres brillaient d'un éclat doré, comme si la maison elle-même respirait la richesse et le confort. Le portail était entr'ouvert. Juste un coup d'œil, se dit Sandrine. Juste pour voir. Qu'est-ce qui peut arriver? Elle poussa le portail. Le jardin était magnifique. Des orchidées rares, des hibiscus écarlates, des plantes qu'elle n'avait jamais vues auparavant, aux fleurs étranges qui semblaient observer son passage. Un petit sentier de pierre blanche menait à la porte principale. Sandrine Ivanka. Son cœur battait fort, mais la curiosité était plus forte que la peur. L'odeur était maintenant écrasante, délicieuse au point d'en être douloureuse. La porte s'ouvrit avant même qu'elle ne frappe. Madame Coffy se tenait là, dans toute sa splendeur. Elle souriait, et son sourire était à la fois chaleureux et glacial. « Sandrine, dit-elle d'une voix de miel. Je t'attendais. Entre, ma chérie. Entre donc. » L'intérieur de la maison était comme un palais. Des tapis persans couvraient le sol, des lustres en cristal pendaient du plafond, des miroirs aux cadres dorés ornaient les murs. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Aucune photo, aucun objet personnel, comme si la maison n'était qu'un décor, une mise en scène. « Tu as faim, n'est-ce pas ?» demanda Madame Coffy. Elle conduisit Sandrine vers une salle à manger où une table était dressée, couverte de plats somptueux. Poulet doré, riz parfumé, légumes grillés, fruits exotiques, gâteaux et pâtisseries. Un festin digne d'un roi. Sandrine hesita. Une petite voix dans sa tête, la voix de sa mère, murmurait « N'accepte jamais de nourriture d'un étranger. Ne mange jamais dans une maison que tu ne connais pas. » Mais la faim était trop forte. Et puis, Madame Coffy était si gentille, si accueillante. Sandrine s'assit. Mange, ma belle, encouragea Madame Coffy. Mange tout ce que tu veux. Tu es mon invité spécial. Sandrine prit un morceau de poulet. La saveur explosa dans sa bouche, tellement délicieuse que les larmes lui montèrent aux yeux. Elle ne pouvait plus s'arrêter. Elle mangeait, mangeait encore, comme si elle n'avait jamais mangé de sa vie. Madame Coffy la regardait avec un sourire satisfait. Et c'est alors que Sandrine remarqua quelque chose d'étrange. La femme ne mangeait pas. Elle ne buvait pas. Elle se contentait de regarder, et dans ses yeux vert brillait une lueur que Sandrine ne parvenait pas à identifier. Soudain, Sandrine se sentit lourda. Ses membres devinrent engourdis. La pièce commença à tourner autour d'elle. Elle essaya de se lever, mais ses jambes ne lui obéissaient plus. Qu'est-ce qui m'arrive? Balbutia-t-elle. Le visage de Madame Coffy changea. Son sourire se fit plus large, trop large, révélant des dents qui semblaient plus pointues qu'elles ne devraient l'être. Ses yeux brillèrent d'un éclat rouge. « Tu m'appartiens maintenant, ma petite, » dit-elle d'une voix qui n'était plus tout à fait humaine. « Tu as accepté mon invitation. Tu as mangé ma nourriture. Tu as violé tous les avertissements. Ton esprit est désormais lié au mien. » Sandrine voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge. La pièce s'assombrit. Les miroirs sur les murs commencèrent à montrer des images terrifiantes, des visages de jeunes gens, prisonniers, qui la suppliaient du regard. Elle comprit avec horreur qu'ils avaient tous fait la même erreur qu'elle. « Je collectionne les âmes », continua Madame Coffy, marchant lentement autour de Sandrine paralysée. « Les âmes des jeunes rebelles, de ceux qui n'écoutent pas, qui croient tout savoir. Leur énergie vitale me maintient jeune, puissante. Et toi, ma chère Sandrine, tu seras la plus précieuse de toutes, car ta mère est une voyante. Ton sang porte en lui une puissance spirituelle que je vais absorber lentement, jour après jour. » Sandrine sentit quelque chose se détacher d'elle, comme si une partie de son être était aspirée. Elle tomba au sol, consciente mais incapable de bouger, prisonnière de son propre corps. Sandrine voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge. La pièce s'assombrit. Les miroirs sur les murs commencèrent à montrer des images terrifiantes, des
Visage de jeunes gens, prisonniers, qui la suppliaient du regard. Elle comprit, avec horreur, qu'ils avaient tous fait la même erreur qu'elle. Je collectionne les âmes, continua. Madame Coffey, Merchant Lentaiment. Autour de Sandrine paralysée. Les âmes. Des jeunes rebelles, de ceux qui n'écoutent pas, qui croient tout savoir. Leur énergie vitale me maintient jeune. Pure santé. Et toi, ma chère Sandrine, tu seras la plus précieuse de toutes, car ta mère est une voyante. Ton sang portant, lui, une puissance spirituelle que je vais absorber lentement, jour après jour. Sandrine sentit quelque chose se détacher d'elle, comme si une partie de son être était aspirée. Elle tomba au sol, consciente mais incapable de bouger, prisonnière de son propre corps. Pendant ce temps, au village, maman Adjoua avait senti le danger. Vers 15 heures, elle avait été prise d'une violente sensation de froid malgré la chaleur de l'après-midi. Les coris qu'elle gardait toujours dans sa poche s'étaient mis à vibrer. Elle avait couru à la maison, appelé Sandrine. Pas de réponse. Elle interrogea les voisins. Personne ne l'avait vue. Mais tante Bintou, qui revenait du puits, dit avoir aperçu une silhouette ressemblant à Sandrine près d'eux. La maison de Madame Coffey. Le sang de maman Adjoua se glaça. Elle savait. Elle avait toujours su que cette femme était dangereuse. Elle courut chez le vieux Coffey. Ma fille est chez la femme. Je le sens, point, elle est en danger mortel. Le vieux sage la regarda gravement. Si c'est ce que je pense, si cette femme est ce que je crois qu'elle est, alors nous n'avons que quelques heures. Après le coucher du soleil, le lien sera permanent. Rassemble ce dont tu as besoin. Nous allons nous battre avec les armes de l'esprit. Forces bienveillants. La nuit tombait lorsque maman Adjoua frappa à la porte de Madame Coffey. La porte s'ouvrit seule, comme invitant à entrer dans une gueule béante. Je sais qui tu es, cria maman Adjoua depuis le seuil. Je sais ce que tu es. Rends-moi ma fille. Un rire résonna dans la maison, un rire qui semblait venir de partout à la fois. Madame Coffey apparut en haut de l'escalier. Sa beauté s'était fanée, révélant son vrai visage. Celui d'une créature ancienne, ni tout à fait humaine ni tout à fait esprit, quelque chose entre les deux mondes, un être qui se nourrissait de l'énergie vitale des jeunes pour prolonger sa propre existence. Ta fille est à moi. Elle a choisi de venir. Elle a mangé à ma table. Le pacte est scellé. Non, répondit fermement maman Adjoua. Elle est mineure. Elle ne peut consentir à ce qui lui était caché. Ton piège était un mensonge. Selon les lois anciennes, celles qui gouvernent même les êtres comme toi, tu dois la libérer. Un vent violent se leva à l'intérieur de la maison. Les objets se mirent à voler. Madame Coffey descendit l'escalier, ses yeux rouges brillant dans l'obscurité. Tu oses me defier, mortelle? Je ne suis pas qu'une mortelle. Je suis une fille des 7 lignées, une gardienne des portes, une voyante consacrée. Et je réclame ce qui m'appartient. Maman Adjoua lança l'eau bénite. Au contact du liquide, Madame Coffey hurla de douleur. La maison entière sembla trembler. Les anciens à l'extérieur intensifièrent leurs prières, créant un cercle de protection. Le combat qui suivit ne fut pas physique mais spirituel. C'était un affrontement de volonté, de puissance ancestrale, de forces qui existaient bien avant que le monde moderne ne les oublie. Mammon. Adjoua récitait des incantations. Transmises de generation en generation. Des mots de pouvoir dans une langue que peu connaissaient encore. Madame Coffey riposta, lançant des malédictions, des ombres qui prenaient forme et tentaient d'étouffer la voyante. Mais maman Adjoua tenait bon, protégée par le collier de sa grand-mère, qui brillait maintenant d'une lumière dorée. Au plus fort de la bataille, maman Adjoua entendit la voix de Sandrine, faible, qui l'appelait depuis quelque part. Dans la maison. Elle suivit le son et trouva sa fille dans une pièce au sous-sol, entourée d'autres jeunes gens dans un état catatonique, leurs yeux vides fixant le néant. Avec les dernières forces qui lui restaient, maman Adjoua traça un cercle de sel autour de Sandrine, plaça le collier sacré autour de son cou et récita la prière de libération, celle qui brise tous les liens, tous les pactes non consentis, toutes les chaînes invisibles. La lumière qui émana du collier fut aveuglante. Sandrine poussa un cri déchirant et se réveilla, comme sortant d'un cauchemar. Les autres jeunes gens se réveillèrent également, confus, terrifiés, mais vivants. En haut, Madame Coffey poussa un hurlement de rage et de défaite.
Sa forme commença à se dissoudre, son pouvoir brisé. Sans les âmes qu'elle avait collectées, sans l'énergie dont elle se nourrissait, elle ne pouvait maintenir son existence dans ce monde. « Malédiction sur toi est alignée !» cria-t-elle dans un dernier souffle. Mais maman Adjoua répondit calmement, « Les malédictions lancées dans la défaite n'ont aucun pouvoir. Retourne dans les ténèbres d'où tu es venu. » Dans un dernier cri, Madame Kofi se transforma en fumée noire qui s'échappa par les fenêtres et se dispersa dans la nuit. La maison, privée de l'énergie qui la maintenait, commença à se fissurer, à s'effondrer sur elle-même. Maman Adjoua prit Sandrine dans ses bras et sortit en courant, suivie des autres victimes. À peine avait-il franchi le portail que la maison s'écroula dans un grondement sourd, ne laissant qu'un tas de ruines. Les jours qui suivirent furent difficiles pour Sandrine. Elle resta alitée, fiévreuse, en proie à des cauchemars. Son corps était revenu, mais une partie de son esprit semblait encore perdue quelque part. Entre les deux mondes. Maman Adjoua ne la quitta pas, lui donnant des tisanes, des bains purificateurs, récitant sans cesse des prières de protection et de guérison. Les autres jeunes qui avaient été libérés rentrèrent chez eux, certains venant de villages lointains. Leurs familles, qui les croyaient disparus depuis des mois, parfois des années, pleurèrent de joie. Mais tous portaient les marques de leur épreuve, un regard hanté, une méfiance nouvelle envers le monde. Au bout d'une semaine, Sandrine ouvrit enfin vraiment les yeux. Elle regarda sa mère, et pour la première fois de sa vie, elle vit vraiment qui elle était, non pas une vieille femme superstitieuse, mais une guerrière spirituelle, une protectrice, quelqu'un qui possédait un savoir et un courage que peu pouvaient comprendre. « Maman », murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Pardonne-moi. J'ai été si stupide, si orgueilleuse. » Maman Adjoua la serra contre elle. « Tu as appris, ma fille. C'est ce qui compte. Le monde visible n'est qu'une petite partie de ce qui existe. Il y a des forces, des êtres, des dangers que nos yeux ne perçoivent pas mais que notre âme doit reconnaître. Les anciens ne nous mettent pas en garde par cruauté, mais par amour, parce qu'ils savent ce que nous ne savons pas encore. » Les semaines suivantes, Sandrine changea. Elle qui était si rebelle, si sûre d'elle, devint humble et attentive. Elle commença à poser des questions à sa mère, non plus avec dédain mais avec un respect sincère. Elle voulait comprendre, apprendre, savoir comment se protéger et protéger les autres. Maman Adjoua lui enseigna alors ce qu'elle avait toujours refusé d'écouter. Les signes qui révèlent la présence du danger spirituel, les rêves prémonitoires, la manière dont certaines personnes portent autour d'elles une aura qui trahit leurs intentions. Elle lui apprit à jeter les coris, à préparer les protections, à reconnaître les herbes sacrées et les plantes maudites. Le monde moderne, expliqua maman Adjoua un soir, sous le ciel étoilé, nous fait croire que tout peut s'expliquer par la science, par la raison. Et c'est vrai pour beaucoup de choses. Mais il existe d'autres dimensions de la réalité, des espaces où les règles sont différentes. Les êtres comme Madame Kofi vivent dans ces espaces, entre les mondes. Ils utilisent nos désirs, nos faiblesses, notre orgueil pour nous attirer. « Pourquoi moi ?» demanda Sandrine. « Pourquoi m'avait-elle choisie ?»« Parce que tu es la fille d'une voyante. Notre sang porte un pouvoir particulier. Mais aussi parce que tu étais vulnérable. Ton orgueil, ta désobéissance, ton refus d'écouter les avertissements. Ces créatures cherchent les failles dans notre protection spirituelle, et toi, tu leur avais ouvert grand la porte. » Un mois après les événements, le vieux Kofi organisa une grande assemblée au village. Tous les habitants étaient présents, y compris les familles des jeunes gens qui avaient été libérés. Sandrine, encore faible mais déterminée, se leva pour témoigner. « Je m'appelle Sandrine », commença-t-elle d'une voix tremblante. « Et je suis ici. Pour vous raconter ce qui arrive quand on croit tout savoir, quand on méprise la sagesse de nos aînés, quand on pense que les traditions ne sont que superstitions. » Elle raconta tout, l'attraction irrésistible vers la maison, les odeurs ensorcelantes, son mépris des avertissements, le piège qui s'était refermé sur elle, l'horreur de se sentir prisonnière de son propre corps, les autres victimes qu'elle avait vues, et finalement le courage de sa mère qui avait risqué sa vie pour la sauver. « J'ai failli perdre mon âme, » dit-elle en regardant chaque personne dans l'assistance. « Pas à cause d'une femme méchante, mais à cause de mon propre orgueil. Madame Kofi n'était que le prédateur. C'est moi qui me suis rendue vulnérable en refusant d'écouter, en croyant que j'étais plus intelligente que ceux qui m'aimaient et voulaient me protéger. » Un silence profond régnait. Plusieurs jeunes gens baissèrent les yeux, reconnaissant en eux-mêmes les mêmes attitudes. « Les tentations ne viennent pas toujours sous une forme qu'on reconnaît comme mauvaise, » continua Sandrine. « Elles viennent parfois déguisées en opportunités, en beauté, en promesses. C'est pour cela que nous avons besoin de la sagesse de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui connaissent les pièges du chemin. » Dans les mois qui suivirent, Sandrine devint une autre personne.
Non pas qu'elle ait perdu sa jeunesse ou sa vivacité, mais elle avait acquis une profondeur, une sagesse au-delà de ses années. Elle continua ses études, mais avec une nouvelle compréhension. La connaissance moderne et la sagesse ancestrale n'étaient pas ennemies, elles étaient complémentaires. Elle devint l'apprentie de sa mère, apprenant l'art de la voyance, de la protection spirituelle, de la guérison. Elle découvrit que ce savoir ancestral était en fait une science subtile, une compréhension des énergies et des forces qui échappent aux instruments mais qui n'en sont pas moins réelles. Le village, lui aussi, changea. Les jeunes commencèrent à écouter davantage les anciens. On organisa des soirées où les sages racontaient les histoires du passé, expliquaient les raisons derrière chaque tradition, chaque interdiction. Ce n'était plus perçu comme des superstitions arriérées, mais comme un savoir précieux, forgé par l'expérience de générations. Les parents, de leur côté, apprirent à mieux communiquer avec leurs enfants, à expliquer plutôt qu'à simplement interdire, à établir la confiance plutôt que l'obéissance aveugle. Car tous avaient compris que la vraie protection ne venait pas de l'enfermement, mais de la compréhension. 2 ans plus tard, Sandrine avait 18 ans. Elle était devenue une jeune femme rayonnante, forte, enracinée dans les 2 mondes, celui de la modernité et celui des traditions. Elle avait choisi de devenir enseignante, mais pas n'importe quel genre d'enseignante. Elle créa des ateliers dans les écoles de la région, où elle parlait aux jeunes de son expérience. Pas de manière moralisatrice, mais en partageant son histoire personnelle, ses erreurs, ce qu'elle avait appris. Elle leur expliquait comment reconnaître les manipulations, les pièges, qu'ils soient spirituels ou matériels. Il y a toutes sortes de Madame Coffee dans ce monde, disait-elle à ses auditoires captivés. Certaines sont des entités spirituelles, comme celles que j'ai rencontrées. Mais d'autres sont des personnes bien réelles qui utilisent votre innocence, votre curiosité, vos désirs pour vous piéger. Trafiquants, manipulateurs, prédateurs de toutes sortes. Ils utilisent tous la même technique. Ils vous attirent avec quelque chose qui semble irrésistible, ils isolent leurs victimes, et ensuite le piège se referme. Elle enseignait aux jeunes à reconnaître les signes d'alerte. Les promesses trop belles pour être vraies, l'insistance sur le secret, l'isolement progressif de la famille et des amis, la manipulation émotionnelle. Elle leur apprenait à faire confiance à leur intuition, à ce petit frisson de malaise que le corps ressent parfois avant que l'esprit ne comprenne le danger. Mais surtout, elle leur apprenait à valoriser les liens avec leur famille, leur communauté, leur culture. Vos parents, vos aînés ne sont pas parfaits, reconnaissait-elle. Ils peuvent se tromper, être trop protecteurs, ne pas toujours comprendre votre monde. Mais dans la majorité des cas, quand ils vous mettent en garde, ce n'est pas pour vous contrôler, c'est parce qu'ils vous aiment et qu'ils connaissent des dangers que vous ne voyez pas encore. Un jour, 5 ans après les événements, Sandrine retourna sur le site où s'était dressée la maison de Madame Coffee. Les ruines avaient été envahies par la végétation. Des fleurs sauvages poussaient entre les pierres. La nature avait repris ses droits, purifiant le lieu de sa présence malveillante. Elle était accompagnée de sa mère et du vieux Coffee, maintenant très âgé. Ils étaient venus pour accomplir un rituel de clôture, de purification finale, pour s'assurer qu'aucune trace de l'entité ne subsistait. Alors qu'ils accomplissaient la cérémonie, plantant des pousses de baobab et de fromager aux 4 coins du terrain, le vieux Coffee parla à Sandrine avec la voix tremblante de ses 90 ans. « Tu sais, petite, ce que tu as vécu n'arrive pas par hasard. Dans notre tradition, on dit que les grandes épreuves sont aussi de grands enseignements. Tu as été choisie pour porter un message à ta génération. » Sandrine hocha la tête, les larmes aux yeux en contemplant ces ruines qui auraient pu être sa tombe spirituelle. « J'ai compris, grand-père. Chaque jour, je mesure la chance que j'ai eue. Sans ma mère, sans vous tous, je serais encore prisonnière, là-dedans, ou pire. » Maman Adjoua posa sa main sur l'épaule de sa fille. « L'entité que tu as rencontrée n'était pas unique. Il en existe d'autres, sous différentes formes. Elles se nourrissent toutes de la même chose, l'orgueil, la désobéissance, le mépris de la sagesse ancestrale. C'est pour cela que les anciens répètent sans cesse les mêmes avertissements. Pas pour nous ennuyer, mais parce que les dangers, eux, ne changent jamais. » Ce qui marqua profondément Sandrine, ce furent les retrouvailles avec les autres jeunes qu'elle avait vus prisonniers dans la maison. Ils formèrent un groupe de soutien, se réunissant une fois par mois pour partager leur guérison. Il y avait Quadio, 19 ans, qui avait été attiré par la promesse d'un emploi bien payé. Madame Coffee lui avait offert de travailler comme jardinier pour un salaire mirobolant. Il avait accepté sans en parler à sa famille, méprisant leurs inquiétudes. Il était resté prisonnier pendant 8 mois. Il y avait Mariam, 17 ans, qui avait été séduite par les beaux vêtements et bijoux que Madame Coffee exhibait. Elle rêvait de cette vie de luxe et avait accepté une invitation à venir discuter affaires. Elle était restée prisonnière pendant 1 an et demi. Il y avait Yao, 15 ans,
attirée par la promesse de pouvoir, de force, de devenir quelqu'un d'important. Madame Coffey lui avait promis des gris-gris puissants, qui feraient de lui le plus respecté de son école. 6 mois de captivité. Chaque histoire était différente, mais le schéma était le même. Une tentation adaptée aux désirs de chacun, l'isolement de la famille et des amis, puis le piège qui se refermait. Et dans tous les cas, ces jeunes avaient ignoré les avertissements de leurs proches, convaincus qu'ils savaient mieux. Ce qui me hante, confia Mariam lors d'une réunion, c'est que ma grand-mère m'avait mise en garde. La veille même du jour où j'ai accepté l'invitation de cette femme, elle m'avait raconté l'histoire d'une jeune fille de son village qui avait disparu dans des circonstances similaires. J'avais ri, je lui avais dit que c'était des histoires de vieux temps. Et le lendemain. Elle ne put finir sa phrase, étouffée par les sanglots. Sandrine la prit dans ses bras. Nous avons tous fait la même erreur, dit-elle doucement. Nous pensions que notre intelligence, notre jeunesse, notre modernité nous protégeaient. Nous ne comprenions pas que certains dangers sont intemporels, et que la sagesse pour s'en protéger l'est aussi. Sandrine ne se contenta pas de parler aux jeunes. Elle organisa aussi des rencontres avec les parents, car elle avait compris que la communication était la vraie clé de la protection. Beaucoup de parents font l'erreur d'interdire sans expliquer, disait-elle lors de ces réunions. Ils disent « ne fais pas ci, ne va pas là », sans donner les raisons profondes. Et nous, les jeunes, nous nous rebellons contre ce qui nous semble arbitraire. Elle encourageait les parents à partager leurs propres histoires, leurs propres erreurs de jeunesse. Quand ma mère m'a sauvée, elle ne m'a pas dit « je te l'avais bien dit ». Elle m'a expliqué pourquoi elle savait, comment elle avait appris, les signes qu'elle avait reconnus. C'est cette conversation qui a changé notre relation. Un père se leva dans l'assistance. Mais comment faire comprendre à nos enfants que certaines choses sont dangereuses quand eux-mêmes pensent que nous sommes dépassés, que nous ne comprenons pas leur monde? Sandrine sourit avec compassion. Reconnaissant que leur monde a effectivement change. Les dangers ne se présentent plus de la même façon que de votre temps. Aujourd'hui, un prédateur peut être derrière un écran de téléphone. Une secte peut recruter sur les réseaux sociaux. Mais les mécanismes restent les mêmes, la séduction, l'isolement, le piège. Il faut créer un dialogue où vous partagez la sagesse des schémas, et ils vous éduquent sur les nouvelles formes que prennent ces schémas. 3 ans après les événements, un étranger arriva au village. C'était un anthropologue français qui étudiait les traditions spirituelles africaines. Il avait entendu parler de ce qui s'était passé et voulait documenter l'histoire. Sandrine, maintenant jeune femme de 21 ans, accepta de le rencontrer. Avec l'accord de sa mère et du conseil des anciens. L'homme, qui s'appelait Dr Moreau, était sceptique mais curieux. Vous comprenez, dit-il en ajustant ses lunettes, que d'un point de vue scientifique, ce que vous décrivez est, comment dire, difficile à accepter. Une entité qui capture des âmes? Des combats spirituels? Il doit y avoir une explication rationnelle. Sandrine le regarda calmement. Elle avait appris à ne plus se mettre en colère face au scepticisme. Docteur, dites-moi, croyez-vous en l'amour? Il sembla surpris. Eh bien, oui, bien sûr. Pouvez-vous le mesurer? Le peser? Le voir au microscope? Non, mais on peut mesurer ses effets, les hormones qu'il libère, les changements neurologiques. Exactement, répondit Sandrine. Vous mesurez les effets d'une réalité invisible. C'est pareil pour ce que nous appelons le monde spirituel. Nous ne pouvons pas toujours le voir directement, mais nous pouvons mesurer ses effets. Ces jeunes qui ont été libérés, dont je fais partie, nous portons tous les mêmes symptômes physiques et psychologiques. Nous avons tous vécu des expériences similaires sans nous connaître auparavant. Comment expliquez-vous cela? Le docteur fronça les sourcils. Hallucination collective? Empoisonment? Syndrome dans Stockholm. Peut-être, concéda Sandrine. Ou peut-être que votre science ne dispose pas encore des instruments pour mesurer toutes les dimensions de la réalité. Nos ancêtres, qui n'avaient pas vos microscopes et vos équations, avaient développé d'autres formes de connaissances. Pas moins valides, juste différentes. Le docteur resta silencieux un long moment. Finalement, il dit, « Vous savez, vous m'avez donné matière à réflexion. Peut-être que nous, en Occident, avons perdu quelque chose en ne valorisant qu'un seul type de savoir. » À 22 ans,
Sandrine passa par une grande cérémonie d'initiation. Sa mère avait jugé qu'elle était prête à hériter pleinement du don de voyance qui courait dans leur lignée. Ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait simplement apprendre. C'était une transmission qui se faisait de mère en fille, dans un rituel sacré. La cérémonie dura 3 jours et 3 nuits. Sandrine jeûna, pria, médita dans un lieu sacré de la forêt. Elle but des décoctions d'herbes sacrées qui ouvraient les portes de la perception. Elle affronta ses propres démons intérieurs, revécut son traumatisme, et enfin, fit la paix avec lui. La nuit de la 3e nuit, elle eut une vision. Elle se vit au bord d'une rivière, et de l'autre côté, elle aperçut Madame Coffey. Mais cette fois, l'entité ne l'effrayait plus. Sandrine avait compris que le mal n'avait de pouvoir que sur ceux qui le craignaient ou qui l'ignoraient. « Tu reviens m'hanter » demanda Sandrine dans sa vision. La créature sourit, mais ce n'était plus un sourire menaçant. « Je ne suis qu'un miroir de tes propres tentations. Chaque être humain porte en lui une Madame Coffey, la partie qui veut prendre des raccourcis, qui veut obtenir sans mériter, qui veut ignorer la sagesse. Je ne t'ai pas attrapée, Sandrine. » Tu t'es laissé attraper. Sandrine hocha la tête. « Je sais. Et c'est cette leçon que je dois transmettre. Le danger ne vient pas seulement de l'extérieur. Il vient aussi de nos propres faiblesses, de notre orgueil, de notre refus d'écouter. Tu as appris, dit l'entité. Et maintenant, tu es protégé. Non pas parce que je ne peux plus t'atteindre, mais parce que tu ne me laisseras plus entrer. » Quand Sandrine sortit de sa vision, le soleil se levait. Elle sentait en elle une paix profonde, une force nouvelle. Elle n'était plus la jeune fille rebelle et insouciante. Elle était devenue une gardienne, une protectrice, une guide spirituelle. Les années passèrent. Sandrine se maria avec Kwame, un jeune homme du village qui avait toujours respecté les traditions tout en embrassant la modernité. Ils eurent 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et c'est là que Sandrine découvrit le plus grand défi. Comment élever ses propres enfants dans un monde en constante évolution, tout en leur transmettant la sagesse qu'elle avait si durement acquise. Sa fille aînée, Aïcha, à 14 ans, commençait déjà à montrer les signes de la rébellion adolescente. Elle levait les yeux au ciel quand Sandrine lui parlait de protection spirituelle. Elle trouvait les rituels de sa grand-mère ringards. Elle passait son temps sur son téléphone, connectée à un monde que Sandrine elle-même peinait parfois à comprendre. Un soir, Sandrine trouva Aïcha en train de discuter avec un inconnu sur les réseaux sociaux. L'homme, qui prétendait avoir 20 ans, lui offrait de venir la rencontrer en ville, lui promettait de l'aider à devenir influenceuse, de lui offrir de beaux vêtements pour ses vidéos. Le cœur de Sandrine se serra. C'était la même histoire, juste avec des outils différents. La tentation, l'appât, le prédateur qui adaptait son discours au désir de sa victime. Elle s'assit calmement à côté de sa fille. « Aïcha, est-ce que je t'ai déjà raconté toute mon histoire ? Pas la version courte que tout le monde connaît, mais les détails, ce que j'ai vraiment ressenti, vécu. » Aïcha haussa les épaules, mais Sandrine vit une lueur de curiosité dans ses yeux. Cette nuit-là, mère et fille parlèrent jusqu'à l'aube. Sandrine raconta tout, son mépris pour sa propre mère, sa certitude qu'elle savait mieux. L'attraction irrésistible vers la maison, la terreur de se sentir piégée, l'horreur de réaliser qu'elle avait eu tort sur toute la ligne. « Le monde a changé, » dit Sandrine. « Aujourd'hui, les prédateurs n'ont plus besoin de maisons ensorcelées. Ils ont les réseaux sociaux, les fausses promesses de gloire, les pièges en ligne. Mais le mécanisme est exactement le même. Il repère les jeunes qui se sentent incompris, qui cherchent à prouver quelque chose, qui pensent que leurs parents ne peuvent pas comprendre. Et ils utilisent ces faiblesses. » Aïcha, pour la première fois, regarda vraiment sa mère. « Tu crois que ce type sur mon téléphone ? » « Je ne sais pas, » dit honnêtement Sandrine. « Peut-être que c'est vraiment un jeune homme gentil. Ou peut-être pas. Mais voici ce que je sais, quelqu'un qui te promet des choses extraordinaires. Sans te connaître, qui veut te rencontrer. En secret, qui t'isole de ta famille. Ce sont les mêmes signes que Madame Coffey m'avait envoyé. Juste emballé. Different. » Le lendemain, Aïcha montra les messages à sa mère. Ensemble, avec l'aide de la police moderne formée à ces nouvelles formes de prédation, elles découvrirent que l'homme de 20 ans était en réalité un réseau de trafiquants qui recrutaient de jeunes filles pour les exploiter. Aïcha fut choquée, puis effrayée, puis reconnaissante. « Maman, je suis désolée. Je pensais que tu exagérais, que tes histoires d'esprit et de danger n'avaient rien à voir avec ma vie moderne. » Sandrine la serra dans ses bras.
Ma chérie, les esprits malveillants d'aujourd'hui portent parfois un visage humain et utilisent des claviers d'ordinateur. Mais leur essence est la même. Ils chassent les innocents, ils utilisent la tentation, ils isolent leurs victimes. La sagesse ancestrale n'enseigne pas des détails techniques, elle enseigne des schémas universels. C'est pour ça qu'elle reste pertinente. Cette expérience transforma Aïcha. Elle devint une alliée de sa mère, créant une chaîne YouTube où elle parlait aux jeunes de son âge des dangers en ligne, mais en utilisant aussi le langage et la sagesse traditionnelle. Sa chaîne devint virale, touchant des millions de jeunes à travers l'Afrique et la diaspora. Mon arrière-grand-mère était voyante, expliquait-elle dans ses vidéos. Ma grand-mère est voyante. Ma mère est voyante. Et moi, je suis la version 2.0, je vois les pièges dans le monde numérique. Mais nous voyons toute la même chose, les prédateurs qui se cachent derrière de belles promesses. Sandrine avait maintenant 40 ans. Elle était devenue une figure respectée, non seulement dans son village, mais dans toute la région. Elle avait écrit un livre sur son expérience, formé des centaines de jeunes et de parents, et aidé les autorités à démanteler plusieurs réseaux de trafiquants. Mais un jour, quelque chose d'étrange se produisit. Des odeurs familières commencèrent à flotter dans le village. Pas exactement les mêmes que celles de Madame Kofi, mais similaires. Envoûtantes, tentantes, anormales. Sandrine sentit un frisson la parcourir. Elle consulta les coris. Le message était clair, une nouvelle menace approchait. Une famille avait emménagé dans une maison à l'autre bout du village. Ils étaient riches, mystérieux, et le fils de la famille, un jeune homme séduisant du nom de Kader, attirait déjà l'attention de toutes les jeunes filles. Mais Sandrine, avec ses années d'expérience, reconnaissait les signes. La manière dont Kader regardait les jeunes filles, pas avec de l'intérêt romantique normal, mais avec quelque chose de plus calculateur. La façon dont sa mère, une belle femme froide aux yeux perçants, observait le village comme un prédateur étudie son territoire. Ça recommence, murmura maman Adjoua, maintenant très âgée, en voyant l'inquiétude sur le visage de sa fille. Le mal ne disparaît jamais vraiment. Il change de forme, il s'adapte, mais il revient toujours. Sandrine hocha la tête. Alors nous devons rester vigilants. Transmettre notre savoir à la prochaine génération. Construire des communautés fortes où les jeunes se sentent écoutés et protégés. C'est un combat de chaque jour. Elle rassembla les jeunes du village, y compris sa propre fille Aïcha, maintenant âgée de 20 ans et devenue son bras droit. Une nouvelle épreuve se présente, leur dit-elle. Mais vous êtes prêts. Vous connaissez les signes. Vous comprenez les schémas. Restez unis, restez vigilants, et surtout, gardez les lignes de communication ouvertes avec vos familles. C'est notre plus grande force. Par une nuit de pleine lune, Sandrine emmena sa fille Aïcha et les autres jeunes initiés sur la colline qui surplombait le village. De là, on pouvait voir toutes les lumières, chaque maison, chaque famille. Regardez, dit-elle. Chacune de ces lumières représente une famille, une histoire, des êtres qui s'aiment et se protègent. Notre travail est de maintenir ces lumières allumées, de les protéger contre les ombres qui chercheront toujours à les éteindre. Aïcha posa la question que tous se posaient. Maman, pourquoi le mal existe-t-il? Pourquoi y a-t-il toujours des Madame Kofi, des prédateurs, des êtres qui cherchent à nous nuire? Sandrine réfléchit longuement avant de répondre. Parce que le libre arbitre existe, ma fille. Et avec lui vient la possibilité de choisir le mal autant que le bien. Mais voici ce que j'ai appris. Le mal ne gagne que lorsque nous baissons notre garde, lorsque nous cessons d'écouter la sagesse, lorsque nous nous isolons de ceux qui nous aiment. Elle prit la main de sa fille. Mon histoire n'est pas qu'une histoire d'horreur. C'est une histoire de rédemption, de transformation, d'amour. Oui, j'ai failli être détruite. Mais j'ai été sauvée par l'amour de ma mère, par la force de notre communauté, par la sagesse de nos traditions. Et cette même force, ce même amour, je vous les transmets maintenant. Les jeunes, assis en cercle, écoutaient dans un silence respectueux. Ils comprenaient qu'ils n'étaient pas juste les élèves de Sandrine, mais les gardiens d'un savoir précieux, les protecteurs de la prochaine génération. Rappelez-vous toujours, conclut Sandrine, que la vraie force n'est pas dans l'orgueil ou la rébellion. Elle est dans l'humilité d'accepter qu'on ne sait pas tout, dans le courage d'écouter ceux qui nous aiment, et dans la sagesse de reconnaître que certaines leçons ont été apprises au prix du sang et des larmes de nos ancêtres. Honorons leurs sacrifices en ne répétant pas leurs erreurs. Sandrine avait maintenant 60 ans. Ses cheveux étaient poivre et sel, son visage marqué par les années, mais ses yeux brillaient toujours de cette sagesse durement acquise. Le village avait prospéré. Les histoires de Madame Kofi étaient devenues légendaires, racontées non pas pour effrayer mais pour éduquer. Chaque année,
le jour anniversaire de la libération de Sandrine, le village organisait une grande cérémonie où jeunes et vieux se rassemblaient pour honorer la mémoire, célébrer la sagesse et renouveler leur engagement à se protéger mutuellement. Aïcha, maintenant mère elle-même, continuait le travail de sa mère, l'adaptant aux nouveaux défis. L'intelligence artificielle qui créait de faux profils encore plus convaincants, les deepfakes qui trompaient même les plus vigilants, les nouvelles formes de manipulation psychologique. Mais les principes restaient les mêmes. Vigilance, communication, humilité, respect de la sagesse ancestrale couplée à la compréhension moderne. Un jour, une jeune fille de 16 ans, exactement l'âge qu'avait Sandrine lors de son épreuve, vint la voir. Elle s'appelait Fatou et avait des problèmes avec sa mère qui, selon elle, ne la comprenait pas. Sandrine sourit, reconnaissant en cette jeune fille son propre reflet d'il y a tant d'années. Elle l'invita à s'asseoir et commença « Laisse-moi te raconter une histoire. » Une histoire vraie sur une jeune fille qui pensait tout savoir. Et le cycle continuait. La transmission de la sagesse, d'une génération à l'autre, éternelle danse entre la jeunesse qui doit apprendre et les aînés qui doivent enseigner, entre le désir d'indépendance et le besoin de protection, entre la modernité et la tradition. Car au fond, l'histoire de Sandrine n'était pas qu'une histoire individuelle. C'était l'histoire universelle de toute l'humanité. Comment nous apprenons de nos erreurs, comment nous transmettons notre sagesse, et comment, ensemble, nous protégeons nos enfants contre les dangers, anciens et nouveaux, qui guettent dans l'ombre. Et quelque part, dans la brise du soir, on pouvait presque entendre la voix de maman Adjoua, maintenant partie rejoindre les ancêtres, qui murmurait « Bien, ma fille. Tu as bien appris. La chaîne n'est pas brisée. La lumière continue de briller. » L'obéissance aux aînés n'est pas une soumission aveugle, mais une reconnaissance de leur expérience et de leur amour. Les tentations se présentent toujours sous la forme de nos désirs les plus profonds. La sagesse ancestrale reste pertinente même dans un monde moderne, car elle enseigne des vérités universelles sur la nature humaine. L'orgueil est notre plus grande vulnérabilité face aux prédateurs, qu'ils soient spirituels ou humains. La communauté et la famille sont nos plus grandes protections. Chaque génération doit transmettre ses leçons à la suivante, en les adaptant mais sans les diluer. Le vrai pouvoir n'est pas dans la rébellion, mais dans la sagesse de savoir quand écouter et quand agir.